Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, 40e vidéo sur un film d'animation, très heureux, donc un petit cap. Et aujourd'hui donc, enfin, là voici la vidéo sur Amer Béton. Alors comme vous le savez, il y a eu un petit décalage à cause du déménagement, que je n'arrivais pas à le trouver en streaming en fait, et que j'étais obligé de le regarder dans ma boîte qui est ici. Bon, enfin voilà, je pense que vous voyez pas, mais peu importe. Donc j'étais obligé de le regarder là, et pour ça effectivement il faut une télévision. J'avais pas de télévision, donc elle n'était pas encore installée, donc j'ai préféré prendre un autre film, enfin de Sky on avait parlé la dernière fois. Donc aujourd'hui, donc Amer Béton, c'est pas trop de surprise du coup pour cette fois-ci, et donc on va parler d'un film qui est sorti le 23 décembre 2006, donc un film qui est assez ancien. C'est un film qui est assez connu en fait quand même pour un côté d'animation. Et en fait c'est plutôt son point de vue technique qui va nous intéresser beaucoup ou dans cette vidéo, parce que c'est très original. Il est vrai que quand on regarde la plupart des films d'animation ou animés qu'on a pu voir dans l'histoire de l'animation japonaise, il y a souvent des genres qui dominent. Alors j'ai pas fait toute l'histoire, et le but de cette vidéo n'est évidemment de pas faire toutes les étapes de l'histoire de l'évolution de l'animation japonaise. Grosso modo, il y en a eu plusieurs, je dirais, je sais pas combien, peut-être 5, 6, je connais pas bien les détails, mais vous voyez bien qu'il y a certaines époques, en fait, on dessinait les personnages d'une façon différente. Pour en citer une, on pourrait parler de la période Clamp, etc., du nom des auteurs Clamp, où on peut voir des personnages qui sont un peu typés à la Code Geass, par exemple, ou à la X de Clamp, donc qui sont un peu de ces époques de fin 90, début 2000, une mode de dessin de personnages. Alors effectivement, Amer Béton, c'est pas du tout dans ce style-là, mais c'est dans un style qui lui est propre, un style qui est vraiment très particulier, et qui est presque un mélange en fait de l'animation, entre guillemets, et c'est ça que ça veut dire à la base, le mot manga simpliste de l'animation japonaise, et c'est comme ça que l'animation japonaise est construite, sur des dessins simples, peu d'images par seconde pour faire énormément de production. Ça c'est l'histoire de la Japanime dans les années 70, mais effectivement aujourd'hui ça a un peu changé, quand même beaucoup, même si le niveau de production reste très élevé quand même. On fait des trucs beaucoup plus aboutis, donc c'est un mélange. Amer Béton est un mélange entre ce côté-là de l'animation japonaise et le cartoon un petit peu à l'américaine. Effectivement, c'est pas totalement un hasard, vu que c'est beaucoup dépendant effectivement des réalisateurs. Parce que des réalisateurs, il y en a eu deux. Le premier, c'est Hiroaki Ando, pas trop de surprise, un japonais. Alors, Hiroaki Ando est assez connu pour ses travaux qu'il a pu faire notamment en 3D. C'est vrai qu'il était souvent à la tête de la 3D, ou storyboard des fois, ou storyboard et directeur de la 3D dans différents animés de 1995, le début de sa carrière, avec Tobino Wakete. Mais donc ça c'est pas très connu, c'est un animé assez invisible des années 90, mais déjà il y avait de la 3D. L'un de ses animés les plus phares, où il a été complètement réalisateur sur l'entièreté de l'univers, c'est l'animé d'horreur de 2015-2016, Ajin. Et Ajin, c'est honnêtement un animé que j'aime bien, et pourquoi pas en faire une vidéo un jour. Donc ça, c'était à la tête de Monsieur Ando. Et il aura fait d'autres œuvres majeures, hein, évidemment, dans sa carrière. Il avait fait aussi la storyboard et la réa de Listeners en 2020, et également storyboard d'un certain Jujutsu Kaisen. Et oui, Jujutsu Kaisen, je crois, la saison 1 seulement. C'était lui le storyboard du coup de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, quand même. Et il a pu bosser dans un anime quand même qui a fait, je dirais quand même pas mal parler de lui, et qui est l'un des plus populaires effectivement du monde de la Japanime moderne. Donc c'est vrai que c'est un gars qui a eu une carrière qui est assez particulière, parce qu'il travaille beaucoup dans des animés 3D, mais pas que, donc comme Kaisen. Mais il a une expérience qui est assez particulière entre ces trucs 3D qui sont souvent mis en marge parce qu'ils ne sont pas conformes à ce qu'on a l'habitude de voir, donc il travaille beaucoup sur des choses assez particulières. Mais d'un autre côté, il est storyboard sur Jujutsu Kaisen, qui est un animé, je dirais pas classique, mais beaucoup plus conventionnel en tout cas, qui est effectivement plus dans les normes, ce qui n'est pas grave, hein, c'est pas une critique, hein, évidemment, c'est juste que Kaisen, évidemment, prend moins de risques par rapport à des points de vue techniques, hein, je parle, hein, simplement, hein, je parle pas de scénario ni de personnage, bien sûr. Donc ça, c'est le premier réalisateur. Mais l'autre réalisateur, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, qui est Michael Arias. Alors, ou Michael Arias, c'est un Américain. Et ça fait de lui, en 2006,
le tout premier réalisateur non japonais, réalisateur, réalisatrice confondue, peu importe, non japonais, a participé à la réalisation d'un film d'animation 100% japonais. C'est-à-dire que c'est pas au nom des États-Unis, au nom d'un studio américain que Michael Arias veut faire une coproduction avec le studio 4 degrés, qui est donc le studio producteur de Hammer Payton. Et évidemment, ce n'est pas je sais pas, il travaillerait à DreamWorks ou à Walt Disney ou je sais pas quoi, et il ferait une coproduction, tu vois, avec le studio 4 degrés. Non, pas du tout, Michael Arias, il est complètement indépendant, il est quand même bien américain, et du coup, ça fait de lui le premier réalisateur non japonais à faire un film d'animation long métrage japonais. Parce qu'effectivement, des films franco-japonais, franco-américano-japonais, ça existe, hein, il y en a plein, mais effectivement, c'est pas le cas de ce film. On parlera aussi d'un autre film de Michael Arias, où Michael Arias, encore une fois, a participé à sa réalisation, c'est Harmonie en 2015, un film qui est assez difficile à trouver, mais qui est très intéressant, qui est plus dans le registre de la science-fiction cette fois-ci, donc qui est un film qui est très intéressant, mais pas tout public, ça c'est sûr. Et Michael Arias, en fait, son premier grand nom dans l'animation japonaise, la première fois qu'il a laissé son nom, c'était en tant que producteur sur The Animatrix. Animatrix qui est sorti en 2003. Alors Animatrix, c'est si ce n'est la compilation de courts-métrages la plus emblématique de l'histoire de l'animation japonaise. The Animatrix étant évidemment très lié à l'univers de Matrix, la trilogie, et le quatrième film, bon ça c'est un peu différent, avec Keanu Reeves, etc. Comme vous le connaissez certainement, cette trilogie originale, puis ce quatrième film qui est sorti plus tard. Donc, ça dit Animatrix, on aura l'occasion d'en revenir, parce que là aussi, son animation et sa façon un peu horrifique de voir les choses, surtout dans Animatrix, et sa façon extrêmement fidèle de se lier en fait à l'univers de Matrix, et la participation directe des réalisateurs et des gens à la tête du projet Matrix qui étaient présents sur la fabrication et la conception de l'Animatrix. C'est vraiment du coup une compilation de courts-métrages à part. Et c'est donc Michael Arias qui était producteur de tout ça. Et donc c'est là où il a commencé à se faire un nom dans le milieu de la Japanimation. Et peut-être là où il a eu un accès de confiance et donc la possibilité de devenir réalisateur sur des films d'animation japonais en n'étant pas du tout japonais, en n'ayant aucune origine. Et japonais, c'est quand même, je trouve, assez drôle pour Monsieur Arias. Alors je pense qu'il sait parler japonais maintenant. Je pense qu'il maîtrise cette langue aussi. Enfin, ça ne m'étonnerait pas. Enfin voilà. Du coup, donc, quand on voit les réalisateurs, un petit peu l'histoire de ce film, on se rend compte en fait que ce film il est un peu à part. Et c'est vrai qu'il est très à part. Et quand vous avez vu visuellement, même si vous avez vu que des images de ce film, vous vous rendez bien compte que c'est un film qui lui aussi est dessiné, qui n'est pas du tout dans les codes en fait de l'animation conventionnelle entre guillemets. Et c'est bien pour ça que je l'aime bien ce film. C'est qu'il prend des risques, et surtout il prend des risques, mais d'une bonne façon. C'est-à-dire qu'effectivement il fait pas n'importe quoi, il n'est pas juste faire de l'animation différente parce que c'est rigolo, mais c'est juste un sens effectivement par rapport à ce que le film essaie de nous dire. Un film un peu, je dirais un petit peu d'innocence, de découverte et un peu avec ce fond de tension de guerre de gang, donc c'est quand même pas très marrant. Et à la fin avec ce basculement un peu plus sur quelque chose de psychologique qui m'a fait un petit peu penser à Evangelion. Ouais, encore, oui, je pense à Evangelion à peu près à chaque vidéo. Faudrait peut-être que j'arrête. Mais que voulez-vous? C'est un animé incroyable, pardon. Non, mais on s'éloigne du sujet, c'est pas grave. Et donc l'histoire, on va suivre Kuro et Shiro, qui s'appellent Noir et Blanc, donc Kuro noir et Shiro blanc. Bon, bah, tout simplement, Shiro ça veut dire blanc en japonais, et Kuro ça veut dire noir. Donc c'est juste des traductions tout bêtes de leur nom, hein, il n'y a pas de mystère. Et effectivement, le fait que l'un s'appelle noir et l'autre s'appelle blanc, évidemment, ça n'a absolument aucun rapport avec une quelconque ethnie ou couleur de peau. Donc, je vais dire noir-blanc pour désigner ces personnages. Désolé, hein, mais ça, c'est pas de ma faute. Hein, c'est le nom qu'ils ont donné. Effectivement, c'est une énorme symbolique dans le film. Ça, on le verra à la fin. Parce que ça tarde à venir, ça. Je trouve que le film, en fait, a une espèce de point de bascule qui fait que la première moitié correspond pas vraiment à la seconde. Et, bon, quand je dis moitié, c'est pas vraiment la moitié que ça coupe, c'est plutôt deux tiers, un tiers, où le film est vraiment plus dans l'ambiance de la carte de gang, d'appuyer son territoire, c'est moi qui dirige, c'est ma ville, etc. À un peu
les dirigeants informels, on dira, avec ce fameux Suzuki et Kimura, qui vont être ces yakuza, hein, des yakuza qui vont venir rétablir l'ordre et essayer de séparer noir et blanc de cet ordre qui dirige dans un arrondissement de la ville. Cet arrondissement de la ville qu'on va appeler Trésorville, qui est du coup dirigé par un peu des gangs, etc. C'est un quartier assez pauvre, hein, qui a l'air dans cette ville plus grande. Je ne sais pas du tout en fait le nom de la ville dans l'ensemble, parce que Trésorville c'est vraiment le nom du quartier. Et d'ailleurs, je crois que cette ville, on ne la nomme pas en fait dans le film. On s'en fout, c'est pas important. Et donc, c'est vraiment ce genre de tension où Noir qui veut afficher le fait que c'est la ville dirigée par les chats donc qui est le nom que se donnent eux-mêmes les Noirs et Blancs pour diriger cette ville en tant que gangster, un petit peu comme ça, avec ce blanc avec le personnage qui s'appelle Blanc, qui affiche une certaine innocence, a l'air un peu dans les nuages, ne fait pas ses lacets tout seul, il est complètement rêveur. Il a 11 ans, il fait vraiment gamin, alors que Noir essaie un peu de le protéger et faire les gros bras pour montrer qui c'est quel patron. Face à des yakuza, on le rappelle, hein. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. On voit que la police est complètement, a l'air complètement dépassée par la situation, effectivement. Et que ces yakuza et plus tard le personnage qui fait un peu peur physiquement, qui s'appelle Snake, va avoir des relations directement avec ce qui a l'air d'être le maire de la ville, donc il place la police en fait dans l'incapacité totale de les arrêter, tout simplement parce qu'ils sont directement proches des hommes de pouvoir de la ville. Donc c'est un peu, un peu de corruption, un petit peu de jeu de pouvoir, etc. à des échelles qui dépassent en fait nos deux gamins de la rue. Et en fait, le projet de tout ça, d'abord avec les Yakuza, puis ensuite le maire va passer avec The Snake, c'est changer complètement le quartier Trésorville, nettoyer tous ces gangsters, tous ces gens qui se prennent pour le roi de ce milieu-là, pour construire des nouveaux quartiers à centre économique, etc., pour la ville, etc. Et ce projet, c'est donc un parc d'attractions géant que The Snake va construire et va diriger. Et pour ça, il faut un peu faire le ménage, déplacer les réticents et surtout éliminer les chefs de ces lieux. Et ces chefs de ces lieux, c'est noir et blanc. Et pour ça, The Snake ne va pas y aller de main morte et va envoyer 3 hommes qui font un peu peur, qui parlent de langues complètement inconnues, pour aller simplement les dézinguer. On rappelle 2 gamins, enfin en tout cas un gamin. Après Noir, on a plus du mal à l'appeler gamin, mais... Et au début, on avait du coup Kimura qui essayait de faire l'impressionnant en tant que yakuza, etc., face aux petits miséreux de quartier, etc., les chefs de gang de quartier, et lui c'est le yakuza proche du pouvoir, forcément t'as beaucoup plus d'autorité. Et ce qui est marrant, c'est que Kimura, il va se faire envelopper dans ce jeu-là, avec la pression qui est sur sa femme qui est enceinte, enfin sa fiancée qui est enceinte, pour ces jeux de pouvoir, avec l'échelon au-dessus qui est donc The Snake, qui a réellement tout le pouvoir et qui va mettre la pression sur Kimura pour un petit peu faire un petit peu ce qu'il veut. Ce qui va amener Kimura au bout d'un moment à aller descendre son ancien patron, donc Yakuza, qui est donc Suzuki, et Suzuki le laisse vraiment faire, juste après Kimura lui a demandé d'être son témoin pour son mariage. Et après il le bute, pas très sympa. Mais plein de larmes, c'est Kimura qui va tirer du coup dans la tête, enfin pas dans la tête, sous les demandes de Suzuki, il va pas lui tirer dans la tête, pour exécuter la mission que The Snake lui a donnée, et Suzuki l'accepte parfaitement. Une scène que je trouve déchirante parce que Kimura est absolument en larmes, c'est lui qui lui a tout appris. Il n'a pas envie de le faire, mais il le fait sous la pression de The Snake pour protéger sa femme et donc son futur enfant. Assez cruel quand même, hein, ce Snake. Comme je disais, du coup, The Snake il va envoyer 3 tueurs. Finalement, c'est Blanc qui va tuer en fait l'un de ces 3 tueurs qui va être envoyé en lui balançant de l'essence dans la gueule et le faisant brûler. Après une poursuite un peu interminable où ils étaient quand même en grande difficulté les deux. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 parties du film et il y a un point de bascule. Et ce point de bascule, c'est clairement le moment où Noir est séparé de Blanc. Et finalement, c'est les policiers qui vont qui vont plutôt embarquer pour le protéger Blanc de cette situation qui est en train de dégénérer complètement dans la ville. Et Noir, pour le protéger aussi, va complètement accepter la situation et va laisser faire.
alors qu'en fond de lui, il n'a pas envie de le faire. Et c'est à ce moment-là que le noir devient complètement starbé. Il fait une petite poupée de blanc en disant à tout le monde « Regardez, c'est blanc, il est avec moi, machin, il est revenu ». Alors que c'est qu'une poupée, ça fait un petit peu peur. Et Blanc fait des dessins enfermés dans la chambre du commissariat de police pour essayer de s'exprimer, etc. et commencer à essayer de renouer un contact avec Noir. Avec toujours cette poupée, Noir va aller dans le parc d'attractions justement que de Snake a terminé et va se refaire retrouver par les deux derniers tueurs. Les deux derniers tueurs vont quasiment le tuer, vont surtout arracher la tête, être avec un fusil à pompe de Blanc, enfin la poupée du coup, ce qui va énerver et dans une folie furieuse Noire, ce qui va appeler ce qu'on appelle le Minotaure. Le Minotaure qui va aller tuer les deux derniers tueurs et va embarquer dans un délire psychologique, on va dire, un petit peu. C'est là où la fin du film n'est pas trop claire. Pour la dernière partie du film, qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, ou un quart d'heure je dirais, va embarquer dans les pensées au-dessus de la ville, donc vraiment le côté psychologique. Dans les pensées noires, il y a le fameux Minotaure qui est en fait l'ombre de Noir, c'est bizarre de dire ça, et qui nous suggère en fait que Blanc et Noir c'était un équilibre. Un équilibre qui permettait à Noir de se contenir cette part d'ombre qu'il a en lui, et que Blanc était un peu ce sourire rayonnant qui le permettait d'éviter d'avoir ça. Et le fait d'être séparé de Blanc l'a complètement modifié et l'a forcé à recréer une poupée de lui, une poupée de Blanc, pour essayer de se maintenir à la surface. Le truc, c'est quand les tueurs vont dézinguer la poupée de Blanc, et ben ça va le faire complètement perdre pied, et c'est ça qu'il va appeler Minotaure. Effectivement, donc, le fait de les avoir appelés Blanc et Noir, c'est évidemment dans cette symbolique de l'équilibre, le yin et le yang, qui font que l'un permet à l'autre d'exister. Et que sans l'un et sans l'autre, et ben ils deviennent fous. Et on le voit bien avec Noir déjà, mais Blanc aussi c'est pareil de son côté, où il fait vraiment une crise d'angoisse en fait quasiment dans le commissariat de police, où les deux flics essaient de le calmer mais ils n'y arrivent pas. Et ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une séquence où justement on fait énormément d'échanges, je ne sais pas combien il y en a entre Blanc dans la chambre du commissariat et Noir dans son délire psychologique, où on voit vraiment que les deux en fait font la paire, mais plus que ça, ils sont un équilibre en fait qui permet aux deux de tenir. Et Noir va finalement renoncer à tout ce pouvoir de ténèbres, etc., de psychologie, de prendre le contrôle de la ville vraiment, parce que Blanc est là et je veux le retrouver. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver, et puis après ils vont aller à la mer et ils seront heureux, le générique, voilà, tout est bien qui finit bien. Et puis au passage, il faut le rappeler, Kimura va descendre de Snake. Il va rendre son courage demain. Mais plus tard, on va venger de Snake et Kimura va être tué avant d'avoir pu voir sa femme accoucher. Cruel. A noter aussi tout ce passage de l'animation, comme je disais, où dans le délire psychologique, on voit aussi des corbeaux, qui symbolisent donc les ténèbres, qui englobent toute la ville et qui transforment les colombes, symbole de la blancheur, de la paix, de la pureté, qui se font transformer en corbeaux autour, sauf une seule colombe. Et cette seule colombe, dans la succession de plans qui vient après, le plan juste après d'avoir eu cette colombe en gros plan qui résiste face à ces corbeaux, c'est justement un plan sur Blanc qui est en train de faire son délire dans la salle du commissariat. Et c'est donc évidemment pas un hasard, on va évidemment symboliser que cette colombe blanche qui résiste dans l'univers métaphysique de Noir qui est en train de délirer complètement, bah c'est Blanc qui essaie de le rappeler. Mais il ne le rappelle pas vraiment. C'est plutôt une espèce de souvenir. Ou alors il y a peut-être une communication mentale entre les deux. En fait, on ne sait pas trop, il n'y a jamais les choses qui sont claires. On ne l'explicite pas vraiment et je pense que c'est pas nécessaire. On peut imaginer ce qu'on veut, communication mentale, peut-être, ou alors peut-être que c'est simplement juste un souvenir qui se retrouve en lui. C'est possible également. On n'a pas... Voilà, il n'y a pas de certitude là-dessus. Mais donc, on peut interpréter ce qu'on veut. Quoi qu'il en soit, ce film est absolument magnifique. Il montre réellement cet équilibre entre noir et blanc. Et quand je dis noir et blanc, c'est vraiment le côté des personnages, pas les couleurs ou ce que vous voulez d'autre. C'est cet équilibre qui fonctionne parfaitement entre ces personnages
et qui font que, à la fin, les deux sont rattrapés et permettent de vivre grâce à l'autre. Donc c'est une espèce d'osmose qui est faite non pas par l'amour, comme c'est souvent le cas dans l'animation japonaise, on travaille ça par l'amour, mais par l'amitié, et peut-être même plus que ça, une amitié qui s'est transformée en relation fraternelle. Et d'ailleurs, ce que je trouve fort, c'est qu'on dit que noir protège blanc, etc., via le grand-père, etc. Ils ont un grand-père commun, ça on peut en être sûr, mais est-ce qu'ils sont frères? On peut avoir un grand-père commun et pas être frère. On peut être demi-frère, possible aussi. Ou cousin. Vous pouvez être cousin, vous pouvez avoir le même grand-père et être cousin. Vous n'êtes pas forcément frère si vous avez le même grand-père. Donc finalement, on n'a jamais la précision. Est-ce qu'ils sont vraiment frères? On peut le supposer. Et c'est ça qui est beau, c'est que sans le préciser, nous, on a envie de le croire et de dire qu'ils sont frères, alors qu'on ne sait pas, et que finalement, ils peuvent être juste être cousins, mais ça ne change rien, en fait, sur cette espèce d'équilibre et cette amitié fraternelle qui se noue, en fait, réellement, et qui dure dans tout le film. Et de par ça, de par ce type de relation, la façon dont c'est travaillé, et surtout l'animation qui est utilisée, rendent ce film quand même assez atypique, très particulier, assez original et vaut clairement le détour. C'est un film qu'il faut absolument voir et qui est devenu classique plutôt dans son côté de son originalité par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur film d'animation de tous les temps, mais ça veut dire qu'il est bien en n'étant pas comme les autres et ça c'est évidemment une grosse performance. Parce qu'il prend beaucoup de risques le film donc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel animé. Visual Evergarden, c'est fini. On va se retrouver pour un animé que j'ai bien aimé et qui est un animé qui n'est pas mon quatrième préféré, si vous vous posez la question, mais qui est un animé plutôt de la fin des années 2000, dont un remake est sorti assez récemment, cette année, au printemps. Peut-être que vous voyez ce que je veux dire. C'est un animé qui n'a pas grand-chose à nous dire en apparence, mais qui cache en réalité l'une des plus belles relations de l'histoire de l'animation japonaise. Vous avez certainement deviné de quoi je voulais parler, et ça, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour cette vidéo, et sur ce, je vous dis à plus de monde.